sur ce qui est la question du management, il me semble qu'il y aurait deux angles d'attaque que l'on pourrait prendre, et en 10 minutes, ils sont très difficiles à résumer. On ne peut comprendre l'évolution du management que si on la situe en relativement longue période et que l'on ne regarde pas simplement ce qui s'est passé là rapidement, mais en même temps, comme nous vivons une période de crise, cette période de crise a un impact sur le management réel et la question, c'est de se dire, est-ce que cet impact va être durable, c'est-à-dire est-ce qu'il a émergé pendant cette crise va continuer après, ou est-ce qu'on va revenir aux situations anciennes? Alors, si je voulais faire une rapide synthèse, je dirais ceci. Je ne vais m'intéresser là qu'au secteur marchand, pas au secteur administratif. Après, on pourra parler des différences avec le secteur administratif. Mais dans le secteur marchand, la période qui va jusqu'au début de la crise, parce qu'elle change des choses, est probablement une période dans laquelle les entreprises ont atteint une forme d'apogée en matière bureaucratique. C'est-à-dire que toute la période qui va, on va dire, je sais pas, de la fin des années 80 aux années 2020, a été une période qui petit à petit a vu se renforcer les traits bureaucratiques dans la gestion même quotidienne des entreprises. Alors, on pourrait rapidement comprendre pourquoi, parce que à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, jusque pendant toute cette période qu'on a appelée les 30 Glorieuses, on a bâti des organisations qui étaient fondamentalement endogènes, c'est-à-dire bien plus tournées vers elles-mêmes qu'elles n'étaient tournées vers leur marché. Ces organisations endogènes, par définition, sont très protectrices pour celles qui travaillent à l'intérieur de ces organisations, même si elles ne produisent pas des biens et des services d'extrême qualité, elles les produisent à des coûts élevés, peu importe. Ensuite, les marchés se sont ouverts suite aux différents chocs pétroliers, etc. Et les entreprises ont eu à faire face à une question qui est en apparence une quadrature du cercle. Petit à petit, la concurrence aidant, elles ont fait face à des clients qui voulaient plus pour moins. Et pour résoudre cette contradiction des clients qui veulent plus pour moins, quelle a été la façon d'y répondre, quelle a été la variable d'ajustement? Ça a été le management et l'organisation du travail. Et donc, on a essayé de passer d'organisation verticalisée en silo, extrêmement protectrices, encore une fois, pour ceux qui travaillaient, à des organisations beaucoup plus transversales, mais qui sont en même temps des organisations beaucoup plus confrontationnelles, pourrait-on dire. La conséquence de ça, c'est vu par les salariés et vécu en particulier par les cadres, on a déprotégé le travail. Alors je ne dis pas l'emploi, je dis bien le travail, au sens où je parle ici des conditions du travail. Et pourquoi on a déprotégé le travail? Parce qu'au lieu que les gens travaillent de façon relativement en paix dans leur silo à eux, d'un coup d'un seul, on a introduit de la coopération, qui est un mot à connotation extrêmement positive, mais enfin qui amène les gens dans des situations de dépendance réciproque. Et toutes les études que nous avons montrent que la dépendance est quelque chose qui pose problème. Et la riposte des salariés, qui n'est pas une riposte pensée, qui est ce qui s'est passé dans les faits, a été à partir de là les phénomènes de désengagement du travail. Et les entreprises, face à ces phénomènes de désengagement du travail, qui est un désengagement émotionnel beaucoup plus qu'un désengagement en temps, alors même qu'elles avaient besoin de l'engagement de leurs salariés pour faire face à la concurrence, comme je le disais, comment y ont-elles riposté? Elles y ont riposté par la coercition. Alors, moi, je sais que chaque fois que je parle de coercition, tout le monde lève les bras au ciel en disant comment est-ce possible de parler de coercition dans les entreprises? C'est pas possible, vous exagérez, je sais pas quoi. Peu importe. Ce que j'appelle la coercition, c'est on a essayé de contrôler au plus juste non seulement ce que font les gens, mais comment ils le font. Et on l'a fait à travers ce qu'on appelle les outils de management, les systèmes de reporting, les indicateurs de performance, les process, etc., que l'on a multipliés à l'envi, etc. Le problème, c'est que le résultat obtenu a été exactement à l'inverse du résultat recherché. Plus on multiplie tous ces indicateurs, tous ces process, toutes ces normes, ces procédures, etc., et moins il est possible de fonctionner en les appliquant. Et donc, finalement, pour que ça marche, il a fallu que ceux qui sont chargés de les appliquer
accepte de ne pas appliquer ceci, d'appliquer cela, de contourner ceci ou cela, etc. Et donc, dans le fond, au lieu de contrôler bien ce que font les gens, on a plus ou moins perdu le contrôle que l'on pouvait avoir précédemment sur le fonctionnement des organisations. Et donc, en multipliant les règles bureaucratiques, on a perdu le contrôle des organisations. Et avant la crise Covid, je crois qu'on en était là avec une interrogation de la part peut-être pas des chefs d'entreprise qui avaient relativement délaissé le domaine de l'organisation pour différentes raisons, mais les DRH en particulier étaient dans cette situation où ils disaient d'eux-mêmes, mais si on continue comme ça, on va dans le mur. Alors la deuxième partie, ce serait de dire qu'est-ce que la crise que nous vivons a changé. Alors ici, je voudrais dire un petit point d'ordre et de méthode. Moi, je ne vais pas vous parler de mes sentiments sur ce que ça a changé, mais avec deux de mes collègues, nous avons conduit une étude qui s'est étalée du mois de mars au mois de septembre 2020 auprès de 9 organisations, 7 entreprises, une grande administration publique et une grosse collectivité territoriale, et nous avons cherché à comprendre qui avait et comment avait été gérée cette crise. Qu'il soit en même temps qu'il y avait le confinement et que ça soit dans le télétravail ou dans le travail présentiel. Et là, on a vu apparaître des phénomènes qui sont des phénomènes qui redistribuaient les cartes. Parce que si on pose la question de façon directe, qui a géré la crise? Qui l'a gérée concrètement parlant? Eh bien, il y a deux acteurs qui l'ont gérée principalement, même si je caricature un peu dans le petit laps de temps de 10 minutes que vous m'avez donné. Mais la crise a été gérée d'abord par les dirigeants. Mais les dirigeants eux-mêmes, pour une raison, c'est c'est eux qui ont eu à appliquer les directives gouvernementales, qui ont été parfois changeantes, c'était pas toujours très facile, c'est eux qui ont eu à décider, ça ne pouvait se faire qu'à leur niveau, les compensations financières que l'on pouvait donner aux salariés. Et ce qui d'ailleurs nous a amené à une surprise dans l'étude que nous avons menée, c'est qu'à une exception près d'une entreprise que bien sûr je ne citerai pas, les organisations syndicales que nous interviewions disaient « le patron, notre dirigeant, a tenu ses promesses, il a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait et nous sommes contents de vivre dans cette entreprise ». Alors ça fait 40 ans que je fais des études sur les entreprises, c'est à peu près la première fois que j'entends des syndicalistes unanimes pour dire quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment une surprise. Mais en face de ces dirigeants, ceux qui ont géré la crise, c'est ceux qui étaient jusque-là, d'un certain point de vue, les oubliés du management, c'est-à-dire l'encadrement de proximité. Ce que j'appelle l'encadrement de proximité, c'est ceux qui gèrent directement les études, que ça soit en présentiel ou que ça soit en télétravail. Et cet encadrement de proximité, quelles que soient les activités de biens ou de services, cet encadrement de proximité s'est vu confier pendant toute la crise et ça continue de mission. Et ça va recommencer si nous sommes confinés à nouveau d'ici la fin de la semaine ou je ne sais pas quand. La première mission a été d'assurer la continuation de l'activité. Et ça, c'était quelque chose de très important par définition pour les entreprises. Et la deuxième mission qu'ils se sont vus confier, c'est une mission de s'occuper des personnes fragiles, c'est-à-dire de ceux qui, parmi les salariés, étaient considérés comme pouvant poser problème, les personnes seules, les personnes ayant des problèmes de santé, ce qui veut dire qu'on a demandé à cet encadrement de proximité à la fois de gérer la continuation de l'activité et de gérer en même temps le confinement lorsqu'il y avait confinement. Et de ce point de vue-là, il est remarquable d'observer une chose, c'est que pour arriver à assurer cette continuation de l'activité, cet encadrement de proximité a pratiqué ce que l'on appelle en sociologie la désobéissance organisationnelle. C'est-à-dire qu'il était, dans ces situations de crise, puisqu'on parle ici d'un management de crise, il était impossible, et je vais faire le lien entre les deux parties sur lesquelles je me suis appuyé, il était impossible d'assurer la continuation de l'activité dans de bonnes conditions si on suivait tout ce fatras bureaucratique de process, de normes, de procédures qui avaient été émises par des fonctions support qui sont au niveau des sièges et qui effectivement ne connaissaient pas bien les impératifs de la continuation de l'activité. Donc, cet encadrement de proximité s'est autonomisé véritablement, de façon forte, à pratiquer de la désobéissance organisationnelle que, bien sûr, personne ne lui a reproché, on en a même félicité. C'est ça qui a permis, effectivement, que l'activité continue.
Et le double point qui est aujourd'hui intéressant et sur lequel il y a un double point d'interrogation, même un triple point d'interrogation, durant cette période, on a peu vu se manifester ce qu'on appelle l'encadrement intermédiaire. Cet encadrement intermédiaire est resté relativement absent dans la gestion de cette crise. Et aujourd'hui, il va avoir un problème de repositionnement, de savoir comment il peut se repositionner dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise. Et d'autre part, on assiste à une mise en cause de ce que j'ai appelé tout à l'heure les fonctions support-siège, qui sont celles qui sont les émettrices de ce que j'appelle le fatras bureaucratique. Vous m'excuserez d'utiliser cette expression, parce qu'on s'est rendu compte que lorsque l'encadrement de proximité s'autonomisait par rapport à ce fatras bureaucratique, ça marchait bien et même ça marchait mieux. Et donc la question qui est aujourd'hui posée aux entreprises, et je puis vous dire sans citer de nom que certaines ont déjà pris leur décision, c'est qu'est-ce que l'on va faire par rapport à ces fonctions? La décision étant généralement d'en réduire drastiquement le nombre et les compétences, puisqu'on sait que toutes les bureaucraties, si on les laisse en l'état dans lequel elles sont, trouveront toujours de quoi s'occuper. Et donc on ne pourra réduire cette bureaucratie envahissante dans le secteur marchand que si effectivement on lui réduit ses moyens. Donc vous voyez, autonomie de l'encadrement de proximité. Est-ce qu'on la garde, cette autonomie, ce qui introduit dans le management la question de la confiance, repositionnement de l'encadrement intermédiaire, comment va-t-il arriver à se positionner par rapport à un encadrement de proximité plus autonome, et mise en cause des fonctions support-siège et de leur réelle utilité par rapport au fonctionnement de l'organisation. Voilà quelques leçons que l'on peut tirer. Merci beaucoup, monsieur. De cette ouverture. Il y a déjà beaucoup de questions sous-jacentes, on y reviendra. On va s'intéresser au droit du travail, si vous voulez, avec M. Ray. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. On me dit que, et je partage 99% des idées émises par mon collègue Dupuis, ce qui est rare, mon cher collègue, entre les sociologues et les juristes qui se regardent parfois avec quelques difficultés. Alors, juste un point... On va parler du passé, on ne fait jamais table rase. Il n'y a jamais d'événements qui tombent par hasard. Et là, c'est la séquence émotion. C'est certains d'entre nous ici ont écouté Dylan en 66. Et si vous relisez Dylan aujourd'hui, ça fait drôle. Père et mère, votre autorité, c'est fini. Ministre, député, dégagez de ce mur, parce que nous allons venir, la jeunesse. Et puis un an après, il y a eu Jacques Dutronc. Et moi, et moi, et moi. En un mot, les phénomènes macro-sociaux dont on parle aujourd'hui, ils ne sont pas nés de la crise et du télétravail. La société d'individus, les droits de la personne au travail, ça remonte bien avant la crise. Bien avant la crise. Et l'idée que je voudrais développer devant vous dans le temps qui m'est imparti, c'est que, et là je suis très culpabilisé parce que je ne vais pas être très fier de ce que je vous ai expliqué. Mais vous verrez de ma conclusion que le juriste ne baisse jamais les armes. C'est que, figurez-vous, et je ne pense pas que mon collègue Dupuis me désavouera, que les entreprises ont beaucoup changé, beaucoup changé depuis 30 ans. Les salariés ont beaucoup changé. Juste un chiffre qui est très parlant, parce qu'on parlera des générations Y, auxquelles on prête plein de défauts et de qualités, qui peut-être n'en sont pas autant de défauts et de qualités. Il y a un continuum assez exceptionnel. Mais grosso modo, en 1920, il y avait 2% de jeunes qui avaient le bac. Aujourd'hui, niveau bac, c'est plus de 70%. Niveau bac, plus de 70%. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le fonctionnement de nos institutions, le logiciel de nos décideurs, n'a pas encore pleinement intégré la révolution silencieuse qui est en cours depuis 30 ans en France. Et je le ferai, vous le devinez, Monsieur le Président, en 2 parties. Sans ça, tout le monde va être perdu. Je vais vous expliquer sur quoi le droit du travail est encore fondé. Encore aujourd'hui, notre Code du travail est fondé sur ce paradigme que je vais vous décrire en 4 points. Et puis, dans une seconde partie, toujours en 4 points, je vous expliquerai pourquoi, là, on est en difficulté. Et évidemment, il faut vous dire que quand on lit le Code du travail, sur temps et lieu de travail, sur temps et lieu de travail, sur temps et lieu de travail, et qu'on voit que 4 millions de personnes travaillent à leur domicile, et quand un accord interprofessionnel récent a dit qu'au bureau et au domicile, c'est pareil, ben on va s'apercevoir que le domicile n'est pas un bureau et que le bureau n'est pas un domicile. En clair, ça ne tient plus. Par quoi va-t-on le remplacer ?
Alors, premièrement, je vous rappelle que, et je ne parle pas du passé, entendons bien, je ne parle pas du passé, je parle d'aujourd'hui, du Code du travail 2021. Je ne vous parle pas du Code du travail de Léon Blum. Sur quoi s'est fondé ce Code du travail? Alors, là, c'est la séquence émotion aussi. C'est pour les plus de 50 ans, ce que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il ne faut jamais perdre de vue que toute la société était sur un mode vertical. En un mot, il n'y avait pas que l'entreprise qui était subordonnée, d'accord? Il y avait la puissance paternelle. J'ai été éduqué par un hussard-de-marre de la République. Il avait 4 classes et personne n'osait élever la voix. En un mot, depuis, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que depuis tout petit, j'étais formaté pour être subordonné. Dans la famille, à l'école, j'avais eu des maîtres dont la parole ne pouvait pas être mise en cause. C'était inconcevable. J'étais parfaitement formaté pour arriver dans une entreprise et comme mon supérieur hiérarchique me disait « je suis ton supérieur hiérarchique », je me mettais à genoux sans doute et je disais « vous êtes forcément plus beau, plus intelligent, plus performant ». Et là, si vous dites ça à des managers d'aujourd'hui, ils éclatent en sanglots. Parce que les rapports entre l'autorité et les managers ne sont pas exactement les mêmes, j'y reviendrai. Alors, quelles sont les 4 affirmations, rapidement pour ouvrir la discussion, Ce modèle qui est celui de 2021, j'insiste, ce n'est pas un modèle dépassé, le Code du travail est fondé là-dessus. Tout d'abord, il était conçu sur un modèle qui était, on ne reproche pas à un code la date de sa naissance. Le Code du travail est né en même temps que la révolution industrielle. Donc la révolution industrielle, c'est évidemment, pour l'essentiel, à coup de louche, une révolution militaro-industrielle, le modèle de la Ford-T noire. Et donc, si vous vous rappelez le modèle de Charlie Chaplin, est-ce que c'était un homme ou un robot? Charlie Chaplin a caricaturé, mais c'était plutôt un robot. En un mot, le travailleur du Code du travail de 1936, c'était quelqu'un qui était subordonné, et plus il était subordonné, plus il était productif. À chacune de ces affirmations, vous pourrez renvoyer à aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait bosser un travailleur du savoir, plus il est subordonné, plus il est productif? On sent que ça ne tourne plus, ce système-là. En un mot, ce modèle-là a été d'une efficacité exceptionnelle pour reproduire la Ford-T noire. C'est ce qui a fait aussi les 30 Glorieuses. En un mot, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. D'accord? En un mot, si notre croissance était aussi forte, c'est que ce système de production, je vais y revenir dans un instant, a été d'une efficacité économique considérable. Deuxième idée, c'est, j'insiste, il y a une organisation qui est très prégnante, parce que Boileau aurait fait un article dans l'encyclopédie exceptionnelle disant que finalement les entreprises du XXe siècle, début, milieu, c'est finalement ce que j'avais dit à propos du théâtre. Unité de temps, de lieu et d'action. Le temps, la sirène, le lieu, l'entreprise avec les gros murs, et l'action, la chaîne. Vous aurez compris que ce mode organisationnel génère forcément une très forte subordination. C'est sur une chaîne, il manque une personne, la chaîne s'arrête. En un mot, tout va bien, quoi. Tout est d'équerre, d'accord? 3, très important, très important, surtout si vous avez des enfants qui ont un portable, ce qui est fréquent par les temps qui courent. La loi de la pesanteur, qui, je vous rappelle, ne figure dans aucun code, elle interdit physiquement toute exportation du travail chez soi ou en dehors de l'usine. Il était physiquement impossible à Charlie Chaplin de dire « Oh, je n'ai pas terminé mes Ford-T noirs, je vais en emmener 2 ou 3 à la maison ». J'espère qu'à chaque fois, vous voyez ce que je veux dire par rapport au mode actuel. En un mot, ce n'était pas légal, c'était physiquement, même Stakhanov ne pouvait pas dire « je vais terminer 3 tonnes de charbon à la maison ». Et puis, bien sûr, et là, je parle sous l'autorité de mon collègue, c'était le compromis fordiste. Et là, je peux vous dire que le compromis fordiste, moi qui fais court, j'ai peut-être un avantage compétitif sur beaucoup de personnes ici, c'est que ça fait 35 ans que je vois des jeunes de 20 ans devant moi. Et je peux vous dire que le produit a changé. Mais il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé. Exemple, aujourd'hui, j'ai la chance de faire des cours dans des grandes écoles voisines. Eh bien, quand vous dites à un jeune talent, comme on l'appelle les entreprises, Sorbonne, Sciences Po, je parle des 3 écoles, je parlerai après d'autres écoles qui ont pu. Eh bien, quand vous leur dites « tu vas entrer dans une grande entreprise pétrolière », la réponse est non. Et on leur dit « mais tu sais ce qu'est que la convention collective du pétrole? C'est la meilleure convention collective de France. » Il dit « mais ce n'est pas la question. » Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le compromis fordiste, l'employeur disant « je te donne la stabilité de l'emploi, je t'augmente tes salaires, et vous les syndicats, vous ne me cherchez pas sur l'aspect politique de la subordination. » D'accord. Et deuxièmement, vos conditions de travail, c'est les risques du métier. Eh bien ça a super bien marché, mais au prix d'externalités négatives dont on mesure aujourd'hui l'enjeu. D'accord. Et je ne reproche pas à mon grand-père d'avoir fait ce qu'il a fait. Ça va de soi, on ne reproche pas à son grand-père les fautes qui sont les nôtres aujourd'hui. Conclusion de ces 4, j'insiste beaucoup, ce que je viens de vous décrire là, c'est, et donc surtout s'il vous plaît, quand je lis parfois que le droit du travail est mort, j'ai envie de dire, reste poli.
Parce que la subordination, que je sache, n'a pas disparu. Demandez à des salariés d'un centre d'appel, demandez à des vendeuses. Donc surtout ne disons pas qu'avec le passage, vous voyez ma transition, avec la société numérique, eh bien ça y est, le droit du travail, il n'y a plus de subordination. Je pense même, on en reparlera si vous voulez après, que les nouvelles technologies, ce n'est pas le surf néo-californien. Les nouvelles technologies, c'est la polarisation de nos sociétés. Les travailleurs intellectuels comme moi deviennent plus autonomes, ils travaillent quand ils veulent, où ils veulent. En revanche, les déjà subordonnés, je pense aux routiers. Les routiers, c'est un métier extrêmement difficile, mais c'était un métier de liberté. Je m'arrêtais dans le restaurant que je voulais, dans l'hôtel que je voulais, j'avais petites habitudes. Aujourd'hui, les routiers ont un GPS qui les surveille à 3 mètres près. Des travaux qui étaient assez autonomes sont devenus sursubordonnés. Alors, que nous apporte la révolution de l'immatériel ? Si vous voulez, c'est pour ça que je remercie C19 de l'électrochoc organisationnel qui nous a fait connaître le 16 mars 2020. Combien d'entre nous auraient dit, ici, il y a un an, que la France serait passée en travail à domicile et qu'Internet aurait tenu, je vous laisse imaginer une seconde, si Internet avait planté, si les télécoms avaient planté, une seconde, et c'était une possibilité. Mais voilà ce que je vais vous expliquer pendant encore 3 minutes, si vous le permettez, Monsieur le Président. C'est la chose suivante, c'est que ce modèle-là était parfait pour dupliquer, pour reproduire. Or, aujourd'hui, pour un ingénieur, dupliquer et reproduire dans un service RD, ce n'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande d'être créatif, d'accord, de sortir de ses zones de confort. Et quelles sont ces 4 caractéristiques ? Premièrement, c'est l'ubiquité du travail intellectuel. Alors ne me dites pas, comme ceux qui voient La Rose de Ronsard, c'est entièrement nouveau, les gens qui travaillent à distance. Si vous aimez Rousseau, moi je ne l'aime pas, mais on fait avec, eh bien Rousseau disait « Je n'ai jamais pu travailler à mon bureau. C'est la nuit, pendant mes insomnies, que je travaille dans mon cerveau. » En un mot, que les travailleurs intellectuels aient pu travailler partout, ça n'a rien de très nouveau. Les nouvelles technologies ont facilité le travail à distance, mais depuis de tout temps, il y a eu travail à distance. Premièrement, donc, et là, je fais le refrain en forme de cruelle dépression, j'ouvre mon code et je vois des gens travailler partout, dans les résidences secondaires, dans leurs voitures, dans les aéroports, et on me dit autant est le lieu de travail, autant est le lieu de travail, autant est le lieu de travail. Quel est en 2021 le temps de travail ? Peut-on le calculer à la minute près, ce qu'exige le code ? Quel est le lieu de travail ? Y a-t-il encore demain un lieu de travail ? Première idée, donc, cette dématérialisation conduit à l'ubiquité et une remise en cause de ce qu'on savait sur temps et lieu de travail. Deuxièmement, je n'y reviens pas, je viens de l'expliquer, la création exige de l'autonomie. La subordination, et là, ce n'est pas l'aspect être sympa, ce n'est pas l'aspect la subordination, c'est terrible. Là, je parle simplement de productivité. Les étudiants que je forme en droit à Paris 1, y compris ceux de mon master développement des ressources humaines et droit social, on ne leur demande pas de recracher le code, parce que le code, tout le monde l'a, et sur Internet, je sais comment faire une procédure de licenciement. On leur demande d'être créatifs, de répondre rapidement à des questions. Et de ce point de vue-là, la subordination est contre-productive. En un mot, c'est que je ne conteste pas en soi la subordination, ça ne fonctionne pas toujours, avec les travailleurs du savoir. Troisièmement, là c'est encore une autre séquence, je suis lorrain, du côté, vous savez, de Pont-à-Mousson, Pompey, enfin des zones industrielles où on savait ce que c'était que travailler les risques du métier. Qu'est-ce qui faisait la fierté des métallos ? Rappelez-vous, ils faisaient une pièce, ils se reculaient, ses camarades arrivaient et ils disaient « c'est nickel chrome ». On était fiers de ce qu'on faisait. Même si c'est un boulot de reproduire un rail, le rail, il était nickel chrome. Et dans votre questionnaire, il y a la santé au travail. Et là, je vais vous parler d'un problème personnel, je crois qu'on partagera tous si on a des travaux intellectuels. Combien d'entre vous, quand on leur demande un dossier, une étude, envoient l'étude en disant « c'est nickel chrome ». Il n'y a rien à ajouter. Si c'est votre cas, donnez-moi votre adresse que je vous envie. Avec la pression de l'urgence, un travail intellectuel n'est jamais fini. Jamais, jamais, jamais. Résultat, c'est aussi l'une des sources des problèmes de santé mentale. C'est que, avec l'urgence qui est la nôtre, et le fait qu'on ne peut pas garantir une qualité, eh bien on n'est pas fier comme celui qui a fait le viaduc de Millau. Pour les professionnels, c'est une source de désaffection. Ce que je suis en train de vous dire, vous l'aurez compris à demi-mot, c'est que le droit à la déconnexion, qui me permet de me déconnecter de mon travail, a-t-il une réalité ? On y reviendra sans doute. Enfin, je termine. Nous sommes une société verdissante.
et là que vous aimiez ou pas la transition écologique, vous ne trouverez plus de collaborateurs talentueux pour venir travailler qu'une entreprise qui reste dans l'ancien système, outre les contraintes légales qu'on verra. D'accord ? Et je me permets d'insister sur 2 articles du Code civil, un du Code du travail et l'autre du Code civil par lequel je terminerai, qui résument très bien ce que je vais vous dire. Le 4 août 82, le 4 août c'est quand même important en termes de date, le 4 août 82, M. Auroux, je passe sur une loi transitoire de 92, a fait voter un article qui a révolutionné le droit du travail. Aujourd'hui, les syndicalistes se disent on aurait peut-être dû faire plus attention à cette promesse d'individualisation. Que dit cet article ? Je résume. Nul ne peut porter atteinte aux libertés, au pluriel, sauf si c'est justifié et proportionné. Cette phrase est un passage symbolique qui a tout changé avec 20 ans d'écart. Personne n'a vu venir le coup en 82. C'est maintenant qu'on le voit venir. C'est que derrière cette phrase, il y a « j'étais membre d'une communauté de travail, je me définissais comme dans un cercle de pas communautaire, mais grosso modo, une entreprise a une collectivité de travail. C'est le terme du droit du travail, une collectivité de travail. Eh bien maintenant, si vous avez des jeunes collaborateurs, l'idée de leur dire tout le monde porte une blouse, tu portes pas de jean, tu viens tous à la même heure, tu pars tout, c'est complètement à côté de la plaque. Et ils vous opposent, elles ont 121.1. Les contraintes que tu m'imposes, est-ce qu'elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir ? Et on en parlera peut-être dans les discussions. Les entreprises vont voir venir des juristes en particulier qui leur diront tu me demandes quoi ? Tu me demandes de revenir 3 jours dans l'entreprise, donc je vais prendre ma voiture, comme 70% des Français. Je vais quitter ma famille, qui s'est fait à la présence du père ou de la mère, très bien. Mon conjoint n'en parlera pas. Et tu exiges que je le fasse, mais es-tu sûr que ton ordre soit justifié par la nature d'un tâche à accomplir, que je fais chez moi sur ordinateur, et proportionnellement recherché, c'est une bonne idée de prendre mon diesel pour faire 60 km aller-retour ? Et bien sûr, c'est l'article 1833 du Code civil, sur lequel je suis assez partagé. La volonté est naturelle et légitime. On a touché le Code civil. Le Code civil, c'est le code de tous les Français. Je veux dire, c'est la base de notre société française, le Code civil. Ça n'a pas changé. Eh bien, dans une loi Pacte, et je partage le fond incontestablement, mais j'en attends les conséquences si on tombe sur des juristes avec une tête en forme de code. Il en reste. Définition de l'intérêt social, pourquoi travaille une société, etc. Deuxième alinéa. Dans l'exercice de l'entreprise, doit prendre en considération les contraintes, je résume, sociales et environnementales. Je dois prendre en considération les contraintes sociales, le droit du travail rentre dans le fonctionnement de l'entreprise et environnemental. Cet article a une portée que peut-être personne n'a vraiment bien vue. J'en termine. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si le droit du travail ne change pas, eh bien il sera contourné et il y aura faute de la victime. Et je prends un exemple très concret. Si vous êtes en télétravail à votre domicile, comme aujourd'hui, eh bien, soyons fous. Il faut vraiment être fou, mais parfois la folie a ses qualités. Un salarié demande à un inspecteur de travail de venir vérifier ses conditions de travail. Ce qui, je vous rappelle, pourrait être parfaitement le cas, puisque même l'accord interprofessionnel du 26 novembre dit que les conditions de travail au bureau sont les mêmes qu'au domicile, et au domicile qu'au bureau. Il ne peut y avoir aucune différence. Alors, je ne vais pas descendre dans les détails scabreux, mais avez-vous chez vous, Monsieur le Président, des grands formats 80 cm sorties de secours avec tous les 10 mètres sorties de secours? Est-ce que vos portes font plus de 80 cm? Avez-vous un renouvellement de l'air de plus de 2 mètres cubes par 10 secondes? Et puis, bien sûr, dans vos toilettes, avez-vous du parquet, 10 000 €, du papier peint, 10 000 €. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on ne peut pas en rester là. Pour 2 raisons, j'ai terminé. C'est le droit du travail est conçu sur le modèle Ford Taylor d'une entreprise collective sur un lieu collectif, propriété privée d'un chef d'entreprise. Dire que chez moi, dans mon domicile, dans lequel ne peut pas rentrer un officier de police judiciaire, on est d'accord, en clair, c'est le home. Le rapport de travail ne peut plus être le même, c'est pas possible. Mon home ne va pas devenir un bureau bis soumis au pouvoir de direction, au pouvoir disciplinaire. Tout ça pour vous dire que je serai chef d'entreprise aujourd'hui, je ne connaîtrai rien en droit du travail, faisons un rêve. Je dirais à un avocat, dis-moi, est-ce que j'embauche pas? L'avocat, s'il sort de bonne faculté, dira, tu sais, aujourd'hui, le travail à distance, c'est très prisé. Alors moi, je dirais, ah bon, mais à quelle distance? Chalon-sur-Marne, très bien. Strasbourg, très bien. Mais dis-moi ce qui m'empêche de faire travailler mes collaborateurs à Bucarest ou à Singapour.
Rien. Si ce n'est que de culture, de communauté. Mais la distance, aujourd'hui, n'est plus synonyme d'indépendance. En clair, je peux commander pareil à Strasbourg, à l'île de Ré, ou première chose. À quelle distance il ne va pas y avoir délocalisation? Et c'est là où je mets en garde les personnes qui disent « il ne faut pas toucher au droit du travail », parce que si on touche, par exemple, au temps de repos, c'est toute la chapelle Sixtine qui va s'écrouler. Il faut toucher à rien, ça, tout l'édifice s'écroule. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je dis, mon avocat, pour me faire peur, parce qu'il a besoin d'honoraires, me dit, tu sais, le travail à domicile, c'est du lourd, hein. Est-ce que tes toilettes, est-ce que tes sorties de secours? Et là, j'éclate de rire, j'espère que c'est d'humour juridique, qui, comme la musique militaire, est un peu spécial. Il veut, pas du tout, pas du tout. C'est en cas de contrôle de l'inspection du travail, exemple, tu dois, toi, chez entreprise, donner à la minute près, et pour même le forfait jour, à la minute près, le temps de repos de tes cadres à domicile. Et tu dis, mais je ne peux pas, quoi, je ne sais pas faire. Tout ça pour vous dire que si le droit du travail ne change pas, il est en train de se suicider parce qu'il ne fait pas face aux nouvelles contraintes des entreprises et des salariés. Sur le travail à distance, on a fait deux rapports chez Terra Nova qui montrent à quel point ce que j'ai appelé le travail confiné, c'est-à-dire ce passage brutal qu'on a connu en 2020, en avril, en mars et avril, où on est passé brutalement d'une proportion de 3% des salariés qui travaillaient plus d'un jour ou deux par semaine, qui télétravaillaient plus d'un jour ou deux par semaine, à 30%. Donc on a multiplié par 10 en 1 ou 2 mois la proportion des salariés qui étaient en télétravail. Et ça a mis le management en tension, ça a mis le management à l'épreuve. Je paraphrase une expression de Warren Buffett à propos de la marée. Warren Buffett dit que c'est quand la marée se retire qu'on distingue ceux qui nageaient sans maillot. C'est aussi quand le télétravail se répand que l'on distingue les managers qui ne sont pas capables véritablement d'apporter un leadership, d'apporter un soutien professionnel à leurs collaborateurs. Alors quand je parle de la crise du management, et je me situe tout à fait dans le sillage de François Dupuis, La fatigue des élites, Lost in Management et son dernier ouvrage, qui sont tous très parlants sur le sujet. La crise du management, c'est à la fois une crise de légitimité et une crise de désirabilité. Un chiffre passé inaperçu, mais qui me semble extrêmement important, dans le dernier baromètre de la Ségos sur le management, aujourd'hui dans les entreprises françaises, 62% des non-managers ne veulent pas devenir managers. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout cette saine compétition qu'on a pu connaître dans les années de croissance, où effectivement le chemin vers le management était un chemin désirable et désiré. Aujourd'hui, le management est dans les entreprises, et je parle notamment des entreprises privées, mais on pourrait élargir au public, le management est plutôt un repoussoir. Or, moi je considère qu'un corps social qui n'est plus capable de générer lui-même ses élites va à sa perte. Et donc, il est absolument nécessaire de se poser honnêtement et sans barrière la question du pourquoi. Pourquoi cette crise? Pourquoi ce désamour? Pourquoi cette crise de légitimité et de désir? Si on ne répond pas à ces questions, alors on passera à côté et les entreprises se trouveront véritablement en situation difficile. Première chose à observer, c'est que ce malaise des managers et celui des non-managers face au management, ce malaise des managers, il ne date pas d'hier. Dès 2009, l'APEC, qui est l'association qui justement épaule les cadres dans leur mobilité professionnelle et notamment leur mobilité externe mais aussi interne, l'APEC rendait compte déjà de ce phénomène dans une enquête terrain qu'elle avait effectuée, très intéressante, qui montrait déjà à l'époque qu'environ la moitié des salariés du secteur privé ne souhaitaient pas passer cadre un jour dans leur carrière. De la même façon, une des associations de DRH, qui s'appelle Entreprises et Personnel, a publié en 2011 une étude dont le titre dit tout, « Manager de proximité, non merci ». Voilà. Et cette étude relevait l'apparition, je cite, de signes d'un désengagement croissant, voire d'un certain mal-être des managers de proximité. Et un an plus tard, donc 2012, le CEREQ, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, publiait une étude par Nathalie Boss, cette fois-ci très qualitative, qui, là aussi, le titre dit tout, devenir cadre, une perspective pas toujours attrayante.
Bon, et si vous croisez ça avec ce que nous disent les sociologues et les psychologues du travail, je pense bien sûr à Yves Clos, à Mathieu Detchessart, à Daniel Linhart, Vincent de Goljac, tous ont également attiré l'attention sur les difficultés aujourd'hui d'être manager. Et je mentionnais François Dupuis qui, depuis la fatigue des élites en 2005, tire le fil de cette idée et de ce point jusqu'à son dernier ouvrage. Et puis également Denis Moneuse, qui est un sociologue très intéressant, qui a écrit un livre dont le titre est « Le silence des cadres, enquête sur un malaise ». Donc là aussi, ça dit tout. C'est sorti en 2014. Donc, tout ça, et on pourrait rappeler Michel Crozier dans les années 60, qui pointait déjà le retard du modèle de management à la française, qui critiquait ce qu'il appelait la pensée unique managériale, les modèles de gestion archaïques, hiérarchiques, autoritaires, etc., l'inertie mentale des dirigeants, notamment dans le phénomène bureaucratique de Michel Crozier, qui date du début des années 60, 1963 exactement. Donc, effectivement, ce n'est pas d'hier, mais on n'arrive pas à résoudre ce problème en France, alors qu'il ne se pose pas dans les mêmes termes ailleurs. Les enquêtes comparatives montrent que cette problématique de l'ampleur du nombre des salariés qui ne veulent pas devenir manager est plus forte dans les sociétés latines, France, Italie, Espagne, Portugal, qu'ailleurs en Europe ou qu'aux États-Unis, en Australie ou dans des contextes plus anglo-saxons. Donc, il y a véritablement une spécificité de l'Europe latine et la France ne se comporte pas mieux que les autres pays d'Europe latine, notamment pas mieux que l'Italie et l'Espagne sur lesquels on a des chiffres. Alors donc, il faut se poser la question du pourquoi pour essayer de traiter chacun des problèmes. Donc, par exemple, un des premiers points, c'est que l'intérêt pécuniaire ne fait plus le poids. Le seul avantage majoritairement perçu par les non-managers quand on leur pose la question du management, on leur dit quels sont les inconvénients, quels sont les avantages de devenir manager. Les salariés considèrent que la balance n'est pas en faveur du management. Le seul avantage qu'ils perçoivent, c'est l'intérêt pécuniaire. On gagne mieux sa vie. Voilà, c'est ça qui sort très en tête, notamment dans les diverses enquêtes qualitatives qui ont été faites sur le sujet. Les autres avantages, qui sont pourtant extrêmement forts, sont beaucoup moins valorisés. Le fait, par exemple, d'avoir davantage de responsabilités, le fait de partager davantage à la prise de décision, ou le fait de pouvoir déléguer du travail à ses équipes. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'en France, le management est encore très taylorien. Il est beaucoup plus hiérarchique que dans les autres pays. On a un sociologue néerlandais qui a fait des études très détaillées sur ce qu'il appelle la distance hiérarchique. La distance hiérarchique, c'est-à-dire la distance que les salariés mettent entre eux et entre guillemets, leur chef. Une distance en termes de rémunération, en termes de statut, en termes de responsabilité. Eh bien, cette distance hiérarchique est plus forte en France, évidemment, que les pays anglo-saxons, où les collaborateurs sont traités beaucoup plus sur un pied d'égalité, mais également vis-à-vis des autres pays, y compris d'Europe latine. Et même la distance hiérarchique en France est plus élevée qu'au Japon, qui est sans doute le pays emblématique en matière de respect de la hiérarchie, respect des anciens, etc. Donc on a véritablement un problème spécifique en France. Deuxième pourquoi est-ce qu'on a cette crise du management ? Parce que les salariés perçoivent un inconvénient majeur qui est le surcroît de pression. Le fait d'être responsable du travail des autres génère un accroissement de la charge de travail et du fameux fil à la patte qui fait déborder le travail sur la vie personnelle. On est en permanence connecté à son travail quand on est manager, nous disent les répondants aux diverses enquêtes qui ont été faites. Donc ça, il faut le gérer aussi, il faut en tenir compte. Et il faut faire en sorte que le management cesse d'être vécu comme un rôle qui englue les gens qui se portent volontaires dans des tâches administratives, de contrôle, de reporting. Cet enfermement dans le taylorisme fait qu'en France, les managers passent beaucoup plus de temps qu'ailleurs à faire du reporting, notamment pour rassurer leur propre chef, la hiérarchie qui a déserté la scène du travail et qui ne comprend plus
les contraintes et les réalisations du travail, et donc qui, pour se rassurer, demandent des tas de chiffres, des indicateurs. Et donc les managers en France sont englués dans du reporting et dans des tâches de contrôle, alors qu'il faut absolument faire la transition qu'ont fait les autres pays, enfin la plupart des autres pays qui sont plus avancés dans la transition vers un management qui repose non plus sur l'obéissance, mais sur l'adhésion, qui repose non plus sur la discipline, mais sur la participation, sur l'adhésion des salariés qui ont davantage d'autonomie et qui repose davantage sur le soutien professionnel. On doit passer moins de temps à faire du reporting et des tâches de contrôle et plus de temps à être en soutien professionnel des collaborateurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les entreprises ? C'est ce que je fais par exemple avec mes clients. Je les fais travailler sur les attendus du management. Qu'attendent les dirigeants de leurs managers, qu'attendent les managers de leurs salariés, et inversement, qu'attendent les salariés de leurs managers et qu'attendent les managers de leurs dirigeants. Quand vous faites travailler le corps social sur ce type de questions, vous arrivez à faire ce que j'appelle moi une charte managériale, où on documente les attendus, et du coup, ça permet d'alléger les tâches de reporting et de contrôle au profit de tâches un peu plus valorisantes en plus pour les managers, qui sont leur participation au projet de développement de l'entreprise et bien sûr le soutien professionnel des collaborateurs. Troisième raison de ce désamour vis-à-vis du management, c'est les questions de compétences. On s'aperçoit que beaucoup de salariés ne veulent pas être managers parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas les compétences. Et là, on tombe sur une autre spécificité française qui est la faiblesse de la formation au management, qui en France est traitée un peu comme du développement personnel, quoi. On apprend les gens à gérer leurs émotions, etc. Mais on ne leur apprend pas à gérer le travail, à manager le travail, à manager des personnes. Et beaucoup de gens qui sont promus managers le sont parce qu'ils sont techniquement les meilleurs de leurs équipes, mais pas du tout parce qu'ils ont de l'appétence, de l'intérêt pour les autres. Donc ça fait aussi partie des éléments qu'il faut changer. On a également dans le pourquoi la question de la parité professionnelle, la question des femmes, parce que lorsqu'on est une femme, eh bien, la majeure partie des obstacles au management sont accentués. Conciliation vie perso, vie professionnelle, tendance accrue et complètement infondée à s'estimer incompétent, etc. Et c'est là où il faut prendre la mesure. Et on a une enquête européenne qui a été faite par Eurofund, la fondation de Dublin, qui est le bras armé de la Commission sur toutes les questions du travail, qui a montré qu'en France, plus qu'ailleurs, l'écart entre la proportion des femmes dans les salariés et la proportion des femmes dans les managers, elle est plus forte en France qu'ailleurs. C'est-à-dire que quand vous êtes une femme, vous avez moins de chances de devenir manager quand vous êtes en France que quand vous êtes dans n'importe quel autre pays des 27 européens. Donc ça montre bien qu'on a une difficulté. Nous, on voit le problème du conseil d'administration et du COMEX, mais pas seulement, y compris sur les premières strates de management, on a cette difficulté. Voilà. Et puis pour finir sur mes 10 minutes, je pense qu'il faut aussi tenir compte dans les freins du manque de reconnaissance. Le management en France est très peu reconnu. Et quand vous regardez dans les entreprises comment sont évalués les managers, ils sont très peu évalués sur leur qualité managériale. Ils sont beaucoup plus évalués sur des choses très traditionnelles comme leur production, les objectifs quantitatifs, et très peu véritablement sur leur qualité managériale. Donc ça aussi, ça fait partie des grands chantiers de ce qu'il faut absolument changer. Et l'enjeu n'est pas mince parce que il y a un déficit de sens. Aujourd'hui, tout le monde, le mantra des DRH, c'est quel est le sens du travail dans l'entreprise et quel est le sens de l'entreprise dans la société. C'est ces deux questions de sens qui s'emboîtent dans les entreprises. Eh bien, à l'articulation de ces deux problématiques, il y a le management, toutes les strates du management dit de proximité, ce que les anglo-saxons appellent first rank management, c'est là où on voit que le management vient des militaires, les managers de premier rang, ceux qui sont en contact directement dans la bataille, contact avec l'ennemi, jusqu'au management qu'on appelle aujourd'hui les dirigeants, c'est-à-dire ceux qui sont proches du COMEX ou du comité de direction. Ces interactions-là, il faut absolument les gérer et il faut effectivement reposer la question du sens dans les entreprises.
de façon à ce qu'on retrouve des raisons d'avoir envie d'être manager et qu'on améliore le management dans les entreprises, qui a pourtant un rôle absolument majeur, parce que moi j'ai publié avec l'ANACT et la Fabrique de l'Industrie un ouvrage sur la qualité de vie au travail dans ses relations avec l'organisation du travail, avec les organisations de l'entreprise, et on a montré que le manager de proximité joue un rôle absolument essentiel sur la qualité du travail dans les entreprises et la santé au travail. Donc voilà quelle est la problématique telle que je la vois se dessiner aujourd'hui dans les entreprises. Merci, Monsieur Richet, de votre intervention. Donc, j'entends que Madame Benamou a des difficultés pour nous rejoindre. OK. Donc, je vais donner la parole à nos trois rapporteurs. S'il m'entend, je vais commencer par Fabien Gay, qui est en visioconférence. Fabien, la parole. Oui. Bonjour, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos propos liminaires. Alors, je vais essayer de tenir ce que dit d'habitude Monsieur le Président Barbarie. Je ne vais pas faire le long discours, je vais vous poser des questions. Même si, je vous avoue, j'aimerais beaucoup de débats. La première, c'est sur la question du management. J'entends les réserves que vous dites, les évolutions du management, j'en partage. J'ai notamment plusieurs exemples de cadres d'entreprises qui me disent on passe aujourd'hui plus de temps à expliquer comment on travaille ou à faire ce que vous dites du reporting plutôt qu'à travailler ou à encadrer. Donc c'est un problème, et je pense que le fossé s'est accentué pendant la crise sanitaire. Ce que vous dites, c'est que les cadres dirigeants ou les hauts cadres se sont retrouvés éloignés du système productif et ce que vous appelez de l'encadrement de proximité. Et il va y avoir une difficulté, c'est comment, après cette crise, on recrée du lien dans l'entreprise et que le management reprenne l'ensemble de sa place. Et si j'étais un peu provocateur, je dirais que, par exemple, l'exemple de ce qui s'est passé à Renault, lorsqu'on nous a dit que Carlos Ghosn était le sauveur de Renault et que lui-même était le seul à même de diriger Renault, lorsqu'il a été emprisonné et que ses fonctions ont pris fin et qu'il n'y avait pas de PDG à Renault. Pourtant, les entreprises de Renault ont continué à faire tourner l'entreprise et les ouvriers ont continué à faire l'entreprise. Donc, une première question, quelles sont les pistes? Parce qu'on a un état des lieux, mais quelles sont les pistes aujourd'hui pour véritablement réavoir, je dirais, un système où cadres de proximité et salariés, employés, ouvriers, si on parle d'entreprises, notamment métallurgiques, comment on peut réavoir un système qui fonctionne mieux et où les cadres sont en prise directe, je dirais, avec le travail et ne passent pas leur temps réellement à commenter le travail, mais bien à être dans le travail. La deuxième question, c'est sur le code du travail. J'entends les critiques, et moi je pense qu'il faut une modification du code du travail, puisque le travail s'est largement modifié, comme vous l'avez dit, depuis un siècle, que la question du télétravail est posée maintenant avec force. Vous avez raison, des millions de télétravailleurs, si on nous avait dit ça il y a un an, personne n'y aurait cru. Mais j'entends la critique, j'entends là aussi le fort besoin de changement, mais quelles sont les pistes aujourd'hui que nous pourrions tirer de ces conclusions, de cette première crise, et quelles pistes nous donneriez pour faire évoluer, et non pas en rabattre sur les ambitions du Code du travail, mais bien pour le faire évoluer. Et ce qui a manqué, je vous le dis et je finis par là, comme ça je ne veux pas être trop long, Monsieur le Président, je pense que ce qui a manqué dans l'analyse, c'est le rapport de domination entre les salariés et le capital, ce qu'on appelle entre les forces du capital et les forces du travail, parce qu'aujourd'hui, les forces de travail ne sont pas associées dans les entreprises à la co-direction de leur entreprise. Et pourtant, je vois qu'un certain nombre de sociologues travaillent sur cette question. Vous l'avez esquissé un peu. Je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence dans la classe ouvrière et que si on laisse pousser les questions,
ils ont des pistes pour faire évoluer leur travail et leur entreprise, mais aujourd'hui, ils n'ont aucun lieu pour pousser ces débats. Voilà, c'est surtout, après les critiques et un état de fait, quelles pistes on pousse ensemble. Voilà, je vous remercie, j'espère pas avoir été trop long, Monsieur le Président. Très bien, Fabien, tu as été très bien dans le temps. Alors, on va, sur les questions, on va reprendre dans l'ordre des interventions, parce que finalement, ça correspond aux interrogations de notre collègue. Alors, M. Dupuis, ensuite le droit du travail, et puis M. Richet, peut-être sur l'aspect général du sujet. M. Dupuis, allez-y. Bien. Alors, pour donner une réponse, esquisser une réponse concrète à ce qui vient d'être dit, je voudrais partir d'une définition qui peut-être vous sera sursautée du management, parce qu'elle n'est pas politiquement correcte. Car après tout, depuis le début, on parle du management. Qu'est-ce que c'est le management? Ça consiste à quoi? Eh bien, moi, je n'ai jamais trouvé de meilleure définition plus simple que de dire le management, ça consiste à obtenir que les gens fassent ce que vous souhaiteriez qu'ils fassent. Voilà. Et donc, la question qui se trouve posée, c'est comment vous y arrivez? Comment vous faites pour que les gens fassent ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent? Alors, bien sûr, par rapport à cette question-là, je suis extrêmement frappé d'un mouvement du management qui est l'individualisation des réponses apportées. C'est-à-dire que vous observerez par exemple qu'il y a eu une explosion du coaching. D'ailleurs, un de ces jours, les coachs coacheront les coachs. Hein. Il y en a tellement que je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'explosion du coaching? Ça veut dire qu'on renonce à traiter la question du management, c'est-à-dire, encore une fois, obtenir des gens qui fassent ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent, on renonce à la traiter dans la complexité organisationnelle pour la traiter sur un mode purement individuel. Et alors, la traiter sur un mode purement individuel est tout à fait culpabilisateur, parce que ça s'accompagne du coup de l'apparition et du développement de ce mot bateau dont je n'ai toujours pas compris le sens personnellement, qui est le leader. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, le leadership, c'est, encore une fois, c'est renvoyer vers les qualités individuelles du manager, etc., etc. Et vous aurez observé d'ailleurs une chose, tous, je le suppose, c'est que pendant cette crise, vous pouvez parcourir LinkedIn, vous verrez que le thème du leader et du leadership a disparu. On ne le voit plus, ou on le voit quasiment plus. Alors, je ne doute pas qu'il réapparaisse, parce qu'il y a trop de gens qui ont intérêt à ce que ce thème du leadership revienne sur le devant de la scène, mais il a disparu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'il s'adresse, ce thème du leadership, à de l'encadrement intermédiaire. Et ici, il faut regarder comment fonctionnent les business schools, quand même. On fait croire à cet encadrement intermédiaire qui est celui qui peuple les business schools, qu'il a une vocation à devenir un leader, etc. Donc ça maximise leur rôle. D'un certain point de vue, on leur raconte un petit peu des histoires. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, l'encadrement de proximité, et je le répète comme je l'ai dit, a joué un rôle tout à fait fondamental et qui s'est accru. Moi, j'utilise une expression là-dessus. Je dis, les sergents-chefs ont trouvé leur bâton de maréchal dans la crise. C'est-à-dire, véritablement, jusque-là, ils étaient sergents-chefs au sens où ils étaient simplement supposés faire exécuter ce qui venait du haut. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas fait exécuter ce qui venait du haut parce qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Et c'est comme ça que ça a marché. Et personne s'est bien gardé de le leur reprocher. Maintenant, je voudrais vous dire un autre rôle suite à cette crise que va avoir l'encadrement de proximité. Et je vais faire référence à quelque chose qu'a dit Jean-Emmanuel tout à l'heure. À juste titre, on ne se serait jamais attendu à ce qu'il y ait ce nombre de gens qui se retrouvent en télétravail. Comme tu l'as dit, c'est vraiment, ça a été une surprise. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la période que nous avons vécue, et notamment celle du passage en télétravail, a généré des exclusions. Et c'est quelque chose que l'on ne retrouve nulle part. Tout le monde sait ce body, du télétravail, de ce que ça donne, etc. Mais ça a généré des exclusions, et c'est des exclusions qu'il faudra rattraper. Et il y a eu dans les entreprises deux types d'exclusions.
le premier type d'exclusion, il est tenu au problème des bandes passantes. C'est technologique, mais si vous voulez passer un maximum de gens en télétravail, encore faut-il que les bandes passantes dont vous disposez dans vos systèmes informatiques soient suffisamment larges pour accueillir tout le monde. Et dans l'échantillon que nous avions, aucune des entreprises considérées n'avait des bandes passantes suffisantes. Et par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises ont fait des choix en disant on va d'abord connecter ceux-là qui sont les plus essentiels pour arriver à poursuivre l'activité. Les autres, ils attendront. Et il a fallu quelquefois attendre jusqu'à un mois et demi, l'élargissement de la bande passante. Qu'est-ce que ça a donné du coup? Ça a donné toute une population qui s'est interrogée sur « mais quelle est la valeur de mon travail ? Quelle est la réalité de mon travail? À quoi je sers dans l'entreprise puisqu'on ne me connecte même pas et donc je ne peux pas participer à la vie de l'entreprise ?» Et savez-vous que nous avons constaté une chose, c'est que cette population qui a été exclue d'un point de vue technologique est la population qui, au mois de juillet, entre juillet et septembre, a été la plus réticente à revenir en présentiel. C'est-à-dire qu'elle avait été exclue de facto par le problème des connexions, et elle a été ensuite réticente, c'est la réponse du berger à la bergère, à revenir en présentiel. Et donc, ça, la réintégration de cette catégorie de gens, ça va être le rôle effectivement de l'encadrement de proximité, et ça va être le rôle dans les temps à venir. Et il y a eu un deuxième processus d'exclusion, et alors, m'excuse, mais comme je dis souvent, pour m'amuser, vous m'excuserez, une plaisanterie de sociologue, cette fois-ci pas de juriste. La différence entre la sociologie et ce qui se passe dans les entreprises, c'est que les entreprises sont des lieux d'abstraction absolument extraordinaires. On ne parle que de choses totalement abstraites dans les entreprises, alors que les sociologues, eux, parlent de choses concrètes. C'est la grande différence entre les managers et les sociologues. Vous voyez, il y a eu un deuxième phénomène d'exclusion que tout le monde a semblé ignorer. Quand les entreprises ont eu à désigner à leurs salariés des plateformes, que ça soit Zoom, Teams, Slack, tout ce que vous voulez, pour communiquer, elles leur ont dit les réunions se feront par cette plateforme et vous avez interdiction d'en utiliser une autre. Toutes les entreprises sont parfois interdites d'en utiliser une autre. Mais les salariés ont dit « mais vous êtes gentils, mais on va faire différemment ». Et il se trouve, et là je n'ai pas le temps de trop le développer, vous allez voir le lien très fort qu'il y a eu entre confinement et d'autre part télétravail. Il se trouve que dans le début du confinement, contrairement à puisque une des entreprises sur laquelle nous avons travaillé, nous a demandé de faire une étude comparative sur les Français et les Américains face au confinement, au premier confinement. Et c'était fort bien vécu, mais ce que nous avons constaté, c'est que contrairement à ce que la presse avait raconté, sans bien sûr l'avoir vérifié, mais ça n'a pas très grande importance pour la presse, contrairement à ce que la presse avait annoncé, c'est-à-dire que le mari, la femme et les enfants, tout le monde va se battre, les familles vont exploser, etc., il s'est passé le contraire. C'est-à-dire que ça a rapproché les familles, aussi bien la famille nucléique, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants, que la famille élargie. Vous voyez ce que ça veut dire. Et comment ce rapprochement sur la famille élargie en particulier s'est produit? Il s'est produit par le fait qu'on a créé des groupes, je vais citer via WhatsApp, on a créé des groupes familiales, des groupes WhatsApp. Et quand les salariés, on leur a dit « ouais, vous ne pouvez communiquer que par l'intermédiaire de la plateforme qu'on vous indique », les salariés ont dit « ça, on s'en fiche, on va se créer des groupes WhatsApp à nous, et on va travailler à travers ces groupes WhatsApp. » Oui, mais quel est le problème? C'est que les groupes WhatsApp qu'ils ont créés ont été des groupes affinitaires, pas des collectifs de travail. C'est-à-dire qu'ils ont dit dans le groupe WhatsApp que l'on crée, on va mettre madame un tel, monsieur un tel, mademoiselle un tel, monsieur un tel, etc., parce qu'il nous semble qu'ils travaillent bien, parce qu'ils vont pouvoir nous aider, parce qu'on s'entend bien, etc. Et du coup, on a exclu ceux dont on disait, je cite des extraits d'interviews, celui-là ou celle-là, il ne faut rien au boulot, il n'y a pas de raison de la mettre dans un groupe parce qu'il ou elle n'en fera pas plus dans le groupe. Et donc, ça a produit un deuxième phénomène d'exclusion. Et là encore, il va falloir le rattraper et ce sera le rôle de l'encadrement de proximité. Donc, on voit bien que ce rôle, encore une fois, et vous avez raison, M. Richer, de l'avoir souligné, ce rôle extraordinairement important de l'encadrement de proximité, déjà en période normale, s'est totalement accru
dans la période que nous sommes en train de vivre. Et de ce point de vue-là, je voudrais attirer l'attention sur un dernier point. Moi, je suis toujours surpris que l'on parle du terme générique de management. Parce que le management, ça recouvre des catégories différentes. Ça recouvre aussi bien les cadres dirigeants que ce qu'on appelle les cadres intermédiaires ou l'encadrement de proximité. Et une des difficultés par rapport à la crise du management que vous avez soulignée, je voudrais la souligner en termes simples. Nous vivons dans un système dans lequel, parce que quelqu'un est techniquement performant, on le promeut manager. C'est-à-dire à la base de la promotion de manager, c'est quelqu'un qui est le plus performant techniquement dans son activité. Mais ce n'est pas parce que vous êtes performant dans votre activité que vous êtes performant dans le management. Donc ça donne ensuite des phénomènes qui sont des phénomènes extrêmement surprenants, qui sont des phénomènes d'échec, etc., etc. Et le dernier point que je voudrais souligner, il est le suivant. Vous avez eu raison de souligner, M. Richer, quelque chose qui est important. C'est qu'avant cette crise, quand on regardait fonctionner ce management de proximité dont je parle, je ne sais pas, vous allez par exemple une ligne de production. Vous allez voir une ligne de production. Vous allez voir le patron de la ligne et vous allez voir qu'il a un petit bureau. Vous discutez avec lui, il va vous expliquer ceci. Moi, je passe beaucoup plus de temps à remplir des états, ces états que me demandent les fonctions support dont j'ai parlé tout à l'heure, que moi personnellement je considère, moi, manager de proximité, comme inutile, et je passe beaucoup plus de temps à remplir ces états qu'à m'occuper du fonctionnement de la ligne. Eh bien, ce qui est très important, c'est que la crise a renversé cette logique-là, et que s'il y a aujourd'hui un enjeu, comme je le disais tout à l'heure, c'est de savoir est-ce qu'on va revenir à la situation antérieure. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Ou est-ce que l'on va prendre acte? Et si on en prend acte, ça nous amènera à poser une question qu'on n'a pas abordée pour le moment et que je ne vais pas aborder, et qu'on abordera plus tard si ça vous intéresse. Ça voudra dire qu'enfin, on va réintroduire de la confiance dans le management, parce qu'aujourd'hui, la confiance dans le management, c'est un slogan, mais compte tenu de la complexité de cette question de la confiance au travail, ça n'est pas encore une réalité. Et si, ma foi, cette crise pouvait déboucher là-dessus, c'est-à-dire, OK, on a compris qu'on peut faire beaucoup plus confiance qu'on le faisait précédemment, eh bien, ma foi, on aurait peut-être fait un progrès important dans le fonctionnement du management. Alors, M. Rey, donc le Code du travail, réécriture, évolution, je vous laisse je voudrais d'abord dire quelques mots sur le management pour poursuivre ce que vient de dire mon collègue. Parce qu'on ne peut pas ignorer que quand vous dites à un jeune manager « tu vas prendre la responsabilité d'une équipe », et qui consulte un ami avocat ou étudiant à Paris 1 et qui dit « qu'est-ce que je risque ?» Et là, c'est un débat que vous avez également ici, me semble-t-il, Monsieur le Président. C'est l'élargissement permanent de la responsabilité pénale de l'ensemble des responsables dissuade absolument les personnes de prendre des responsabilités. Et quand vous voyez la définition du harcèlement moral aujourd'hui, et nous, on a créé le harcèlement managérial. Donc, quand vous êtes manager et qu'on vous dit « tu vas faire du harcèlement managérial », vous dites « ça coûte combien ?» et on vous dit « 3 ans de prison ». Il y a de quoi faire réfléchir un manager qui veut prendre une responsabilité. Je ne disconviens pas sur le fait que le harcèlement existe. Mais quand on prend des responsabilités et qu'on dit « je mets », parce que c'est ça la différence entre le civil et le pénal, c'est que le pénal, c'est moi qui passe en correctionnel. Et je ne pourrais pas dire « c'est mon patron qui m'a obligé ». La responsabilité pénale est personnelle. Et dans ces cas-là, je ne vous fais pas de détails, les personnes morales n'ont en elles-mêmes aucune morale. C'est les dirigeants des personnes morales qui ont une éthique. Quand ça tourne mal, beaucoup de managers sont laissés au bord de la route. Ça n'encourage pas à prendre des responsabilités. Deuxièmement, sur le code. Alors, je le redis une seconde fois. On assiste, à cause ou grâce au télétravail, au CTI matériel, à une polarisation absolue de notre société. Il y a les happy few, votre serviteur, peut-être vous, grosso modo des travailleurs intellectuels qui peuvent travailler où ils veulent, quand ils veulent, sauf les contraintes habituelles, pour moi les cours, pour vous les, etc. Et qui sont very happy, parce que c'est une autonomie, il faudra peut-être qu'on en parle avant de terminer, c'est le désir des jeunes générations qui est maintenant partagé par tous les sondages, c'est de l'autonomie, des marges de manœuvre. C'est ça la nouvelle revendication, c'est plus une revendication salariale. D'accord ? Donc, ces happy few sont very, very happy, mais very, very few.
Et donc là, je rebondis sur ce qu'a dit l'intervenant. Il va soit que pas une seconde, je pense qu'il faille abroger le Code du travail, parce qu'il y a quand même des personnes dans une situation de subordination. Il y a des chaînes de production en France, donc je n'en disconviens pas. Mais le message que je voulais faire passer, c'est on est en train d'entrer dans l'avenir à reculons. J'en prends 2 exemples, et après je vous proposerai les solutions. Premier exemple, le forfait jour. Le forfait jour est un aveu de Martine Aubry, qui consiste à dire... Et je ne suis pas très favorable aux 35 heures en soi, mais là, c'est une idée de génie. On est unique au monde. L'idée, c'est quoi? C'est un aveu et qui n'a pas satisfait son camp. C'est de dire, avec les 35 heures, les entreprises vont se mettre à contrôler le temps de travail à la minute près. Parce qu'en clair, avant, il y avait des pauses informelles. Maintenant, on va calculer le temps de travail. Et Mme Aubry a eu l'excellente idée de dire... Est-ce qu'on sait calculer le temps de travail des experts de Price, de Arthur Andersen, qui sont dans les zincs, dans les avions, dans les salles d'attente? Est-ce qu'on va mettre des puces dans les attachés-caisses des cadres? Quand c'est vertical, on compte. Donc Mme Aubry a eu parfaitement raison de dire on ne va pas créer une usine à gaz à la française, à double tubulure inversée. On va changer de logique. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que je souhaite, et je réponds à l'intervenant. Ce que je souhaite, c'est ce qu'a fait Mme Aubry sur le temps de travail. En un mot, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Sans ça, bon. Eh bien, il faudrait le faire sur le lieu de travail. Il faut trouver l'équivalent du passage au forfait jour en matière de lieu de travail. Et j'en termine sur le forfait jour. Et la jurisprudence est habituée à mes foucades. La jurisprudence est restée sur le modèle, parce que c'est naturel, le Code du travail ne parle, mais aucun Code du travail européen ne parle de jours, il parle d'heures et de minutes. Rien ne parle de forfait jour. Résultat, quand les procès sont arrivés à la Cour de cassation, la Cour de cassation, elle s'est réfugiée sur ce qu'elle tenait bien. Et résultat, tenez-vous bien, ce qui est quand même le contraire du forfait jour. Pour ceux qui ne connaissent pas le forfait jour est réservé à des cadres autonomes. Des cadres autonomes. Sans ça, le chef de rayon, il n'est pas en forfait jour. Et tenez-vous bien, la jurisprudence a asphyxié tellement le forfait jour, en un mot, le seul truc qui était adapté à ces cadres qui en sont très contents, la jurisprudence dit, grosso modo, si tu fais pointer tes cadres autonomes, comme ça tu es tranquille, tu pourras t'expliquer sur le temps de repos. Mais le propre d'un cadre autonome, c'est qu'il ne pointe pas. On marche sur la tête, c'est un oxymore, un cadre autonome qui pointe. En un mot, là, il y a une opportunité, et je réponds, il faudrait commencer par le fait que les juges laissent vivre le forfait jour. Parce que je vous rappelle que la seule population satisfaite de 35 heures, ce n'est pas les ouvriers, ce n'est pas les employés, c'est les cadres. Parce qu'au forfait jour de travail a correspondu des forfaits jours de repos. Et dites à des cadres en forfait jour, est-ce que tu es prêt à négocier? Ils vous diront, on ne touche pas au forfait jour, ça me permet de partir avec mes enfants en février. En un mot, voilà un système novateur qui est en train d'être asphyxié par la jurisprudence. Deuxième exemple, le télétravail. Je maintiens ce que j'ai dit, c'est plus confortable pour le juriste de se mettre la tête dans le sable, l'autruche, en disant je ne veux pas toucher au Code du travail à cause du télétravail parce que tout va tomber. Alors si vous le permettez, je prends un exemple qui ira droit au cœur des jeunes papas ou des jeunes mamans. Excusez-moi, j'ai parlé de la vraie vie, pas du code, de la vraie vie. Et ce que je vais vous dire est très illégal, donc tenez-vous bien, respirez fort. Je suis chez moi en télétravail. Je suis jeune papa, très fier, et ma petite Juliette, 3 ans, va bientôt sortir de la maternelle. Je suis en train de travailler, de faire mes PowerPoint, et je vois 16h30, et j'imagine ma Juliette qui va sortir toute seule, qui va être prise en charge par quelqu'un, et bon, je me dis quand même, on n'a qu'une vie. Et donc, je vais aller chercher Juliette. Et qu'est-ce que je fais alors? Là, je ne vais pas donner de recettes aux travailleurs à distance, mais tous les professionnels de travail à distance savent qu'on peut faire semblant de travailler à distance. En un mot, on fait tourner l'ordinateur, on décroche le téléphone. En un mot, il ne faut pas penser. Bon, ça, on le sait en 10 minutes, on sait très bien faire. Donc, je mets en route mon logiciel pour faire comme si je décroche mon téléphone. Bon. Et je vais chercher Juliette. Et là, il n'y a que les jeunes papas qui pourront comprendre. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, j'ai 10 minutes pour chercher Juliette, je l'embrasse et crac, je reviens de travailler. Ça ne se passe jamais comme ça. Papa, est-ce que je peux faire une crêpe? Non, 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 oui. Papa, est-ce qu'on peut faire un tour dans les plantes? Non, 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 oui. Je vous passe le reste. Et on se retrouve à 19h30. Le papa est heureux. Ça économise 20 ans de psychanalyse de Juliette 20 ans après. En un mot, tout le monde, j'insiste, à quoi ça sert de créer des usines à gaz alors que là, il y a une opportunité exceptionnelle de créer des liens, exceptionnelle. Résultat, je me mets au travail à 21h. Et là, en cas de contrôle de l'inspection du travail, mon employeur est mal de chez mal de chez mal.
Parce que travail de nuit, non déclaré, je ne vous fais pas de dessin, ça devient un correctionnel. Voilà l'exemple, excusez-moi d'être aussi pratico-pratique, mais moi le droit n'a d'intérêt que s'il correspond aux besoins de la société, s'il encadre valablement le pouvoir patronal. Bon. Résultat, le télétravail, et c'est une déception, mais on ne change pas le monde en un jour. L'accord national interprofessionnel du 26 novembre, signé par tous les syndicats sauf la CGT et tous les employeurs, d'accord ? Eh bien, qu'est-ce qu'il dit ? Il reproduit le modèle légal habituel, disant « chez soi, c'est pareil qu'au bureau ». Sur ce, il y a une incise qui montre qu'on change, qui a donné lieu à discussion serrée, vindicative. Une phrase, on voit que ça commence à changer. Il est cependant rappelé, grosso modo à coup de louche, que le contrôle patronal au domicile ne peut pas être le même que le contrôle patronal dans les bureaux. Ouais, on voit que là, il y a un aveu, en un mot, on ne va pas se juger. Et alors on me demande, qu'est-ce que je propose ? Vous avez parfaitement raison, la critique est facile et l'art est difficile. N'importe quel crétin est capable de poser des problèmes, il faut des solutions. C'est comme ça qu'on apprend le droit, pas rien. À partir de là, je vais prendre un dernier exemple. Uber. Parce que l'ubérisation sera peut-être une conséquence du télétravail. Uber. Et là, je pose la question à tous ceux qui sont ici présents. J'ai eu l'honneur de faire partie de la commission Frouin qui a réfléchi pendant 9 mois sur est-ce que les travailleurs Uber sont salariés, pas salariés, est-ce qu'il faut. On a écouté des dizaines de vrais travailleurs Uber. Des vrais, quoi, d'accord ? Ceux qui sont dans leur taxi, sur leur VTC, etc. Et on leur a dit, moi le premier, le juriste de service, c'est « alors pourquoi vous assignez Uber, Deliveroo au prud'homme ?» Et là, si j'étais un peu naïf, les juristes sont rarement naïfs, je leur ai dit « est-ce que c'est pour trouver un employeur ?» Je prie, Monsieur le Président, je ne répéterai pas les réponses qui m'ont été faites. Elles étaient parfois à la limite de la politesse. C'était « bien sûr que non, on ne veut pas de patron. On ne cherche pas un lien de subordination, on veut des horaires libres. Moi, je n'ai pas envie de me lever à 5 heures parce que le patron m'a dit « tire à Bobigny, chercher un client à 20 heures. » Ce qu'on veut, c'est de la protection sociale. Parce que figure-toi que dans une voiture, on a des accidents. Sur mon vélo, j'ai déjà eu 2 accidents. Et là, vous voyez ce que je veux dire, c'est la question du droit du travail en France est très spéciale. C'est que le droit du travail a un lien irréfragable avec la protection sociale du meilleur régime qui est le régime général. Et ce dont on s'est aperçu dans la commission Frouin, c'est que la revendication apparente je cherche un contrat de travail, n'est pas le fond de la revendication. Sur le plan collectif, c'est on va mettre la pression sur Uber, parce que s'il y a plein de contentieux, Uber va lâcher. Ce qui s'est révélé exact. D'accord ? Et sur le plan individuel, et j'en termine et je réponds à la question, je ne sais pas si vous avez des enfants, est-ce que vos enfants aujourd'hui ont cours fantasme ? Je vais rentrer à l'étage 8 de la tour Gann, et dans 30 ans, je serai à l'étage 28 de la tour Gann. On pourra parler, si vous le souhaitez, de la génération Y qui a dit tout haut et fort ce que pensaient beaucoup de générations après. Elle a mis sur la table ce qu'on n'osait pas dire. En un mot, ce que je viens de vous dire, c'est que la subordination à vie n'est pas un idéal insurpassable. Et donc, allons-y, on quitte le droit du travail et on va dans la protection sociale. Et j'en terminerai par cet exemple-là, si vous voulez bien. C'est, est-ce qu'une jeune femme qui accouche a besoin de repos ? La réponse est oui. Et là, excusez-moi cette provocation, est-ce qu'une femme agricultrice a besoin de moins de repos qu'une femme salariée, qui elle a besoin de moins de repos qu'une femme artisan, qui a besoin de moins de repos qu'un commerçant ? En un mot, il y a des droits fondamentaux de la personne qui travaille, quel que soit son statut. D'accord ? Moi, mes étudiants, certains sont 3 heures VTC, d'autres sont en formation, ils ont des CDD chez McDo. En un mot, ce sont ce qu'on appelle les slasheurs. Et là, on est là avec le système de protection sociale est conçu sur toute ta vie, tu feras la même chose. Là aussi, on sent que ça ne va plus. Et c'est ce qu'a proposé Alain Supiot depuis 20 ans. Et là, c'est un effort considérable. Et on va me dire, ce n'est pas le moment. Mais grosso modo, on ne va pas décaler le code du travail pour les artisans, ce n'est pas ça la question. On va faire la liste des droits fondamentaux de la personne qui travaille. Une femme est enceinte, elle accouche, elle a le droit sur ce n'est pas le statut juridique qui fait la fatigue de la femme. Le chômage, on l'a bien vu avec les VTC, avec la crise. Quels sont les droits fondamentaux de l'homme au travail qui seront couverts ? Et c'est là où, évidemment, et je m'arrête là, parce que sans ça, on va en parler pendant 8 jours, ça ne peut pas être basé sur les cotisations sociales patronales et salariales, puisqu'on quitte le salariat. Ça veut dire que ce sera forcément fiscalisé. Et là, évidemment, si on en parle à Bercy, vu les sommes en cause, ce n'est pas le moment. Effectivement, c'est rarement le moment. Je vais demander à M. Richet son intervention sur les termes du questionnement de Fabien Gay, en particulier sur la relation hiérarchique dans le monde du management, entre les dirigeants, les cadres intermédiaires, les exécutants, etc.
Très, très volontiers. Effectivement, Fabien Gay, me semble-t-il, pose la question essentielle des leviers. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors, moi, j'en vois 5. Je vais passer très rapidement sur chacun, mais je vois 5 leviers qui pourraient véritablement être utilement mis en œuvre dans l'objectif d'améliorer le management dans les entreprises et plus généralement d'améliorer la qualité de vie au travail, la santé au travail et la qualité du travail lui-même. Alors, le premier, c'est justement de réinstaller le travail au centre de l'entreprise et de son fonctionnement. Bon, là, je fais référence à un excellent bouquin de Pierre-Yves Gomez, que vous connaissez sans doute, Le travail invisible, enquête sur une disparition, qui est sorti en 2013, qui montre, alors je caricature et je résume vraiment à la hache, mais qui montre que le grand voile qui a été jeté sur les entreprises dans la phase de financiarisation de l'économie à partir du début des années 80 a évacué le travail en dehors des limites organisationnelles des entreprises et a fait que le travail est devenu invisible dans les entreprises. Et c'est à ça qu'il faut mettre fin. Et beaucoup d'entreprises s'y sont mis déjà, et pas toujours les entreprises qu'on estime les plus vertueuses. Par exemple, un modèle dans le genre, c'est Google. On a plein de choses à reprocher à Google, mais en contrepartie, Google a fait un excellent travail sur la question du management et de la visibilité du travail. Alors, ça veut dire quoi concrètement, rendre le travail à nouveau visible? Eh bien, ça veut dire qu'on prend tous les process de l'entreprise, le recrutement, l'évaluation des collaborateurs, la formation, etc., tous les processus, et on se pose la question de la place du travail dans ces processus. Alors, j'en prends un qui est peut-être le plus important, qui est l'évaluation des collaborateurs. Dans un certain nombre d'entreprises, l'évaluation des collaborateurs est devenue un processus complètement désincarné où on ne parle jamais du travail. On ne fait qu'une fois par an, par exemple, et en remplissant, en cochant des cases sur un logiciel, même parfois on fait ça à distance, on ne fait que dire, alors ok, tel objectif que tu avais, est-ce que tu as rempli l'objectif à 50%, à 100%, à 120%, et on remplit des cases, et puis à la fin, le logiciel calcule une note, et puis on se base là-dessus pour déterminer s'il y aura promotion ou pas, s'il y aura augmentation salariale ou pas. Donc voilà, là, le travail est complètement évacué. Remettre le travail au centre du fonctionnement de l'entreprise, ça veut dire concrètement, dans l'exemple de ce processus-là, l'évaluation des collaborateurs, une discussion franche et ouverte entre le collaborateur et son manager sur qu'est-ce qui est difficile dans le travail, en quoi le travail a changé cette année ou ce trimestre par rapport à avant, qu'est-ce qu'il faut faire pour contourner les obstacles. Donc une vraie discussion autour du travail et de son abrasivité, de ses difficultés. Deuxième exemple, pour rendre le travail à nouveau visible, c'est tout ce que préconise Yves Clos, tout ce qui a été fait à l'usine de Flins de Renault et tout ce qui est cher, je pense, à Fabien Gay, autour de la controverse, d'organiser la controverse autour du travail. C'est-à-dire aménager dans les entreprises des espaces de discussion sécurisés en mettant à distance la ligne hiérarchique pour permettre aux salariés de parler tranquillement et en sécurité de ce qui ne va pas dans le travail. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive jamais à bien bosser avec les gens du marketing? Pourquoi est-ce qu'on est toujours à la bourre parce qu'on nous a pas permis d'anticiper sur les contraintes de notre travail? Qu'est-ce qui ne va pas dans le travail et qu'est-ce qui au contraire va bien? Et c'est dans les entreprises où on arrive à avoir ces discussions, où on fait tenir au management un rôle utile, qui n'est pas le rôle de fliquer la parole des collaborateurs, mais qui au contraire est le rôle de prendre cette matière et d'être capable d'en tirer des nouvelles règles, des nouveaux modes de management pour revenir vers les salariés en disant, voilà, dans la dernière réunion, vous avez dit ça, ça et ça, ben voilà ce qu'on propose de faire pour résoudre le problème. Voilà, c'est dans les entreprises où ce dialogue autour du travail est ouvert et peut se dérouler sans trop d'accrocs qu'on réussit à améliorer la situation. Donc ça, c'est mon premier levier, c'est remettre le travail, non pas au cœur de l'entreprise, mais au cœur du fonctionnement de l'entreprise, soyons concrets. Deuxième levier qui est absolument majeur, c'est de mandater la fonction ressources humaines. La fonction RH a déserté la question du management depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire, elle n'est plus vue
comme une fonction qui est capable de réguler, d'apporter des éléments de régulation sur le management. La dernière enquête de l'IGS sur le management montre qu'il n'y a plus que 17% des salariés qui citent la DRH parmi les fonctions les plus susceptibles de transformer la culture et les modes de management dans leur entreprise. 17%, c'est tout petit. Et quand vous regardez uniquement les réponses des cadres, ça tombe encore à 8%. Donc la RH est devenue irrelevant, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. Elle n'est plus dans le jeu. Eh bien, il faut absolument la remettre dans le jeu. Pourquoi ? Parce que c'est la RH qui a les leviers pour faire avancer les choses sur ce plan-là. Donc la RH doit avoir un mandat clair qui est de recréer, de réinventer le management dans l'entreprise, un management qui satisfasse à la fois ceux du haut, les dirigeants, et ceux du bas, entre guillemets, les salariés. Donc trouver ce juste équilibre. Troisième levier, qui pour moi est majeur, c'est ce que j'appelle le soutien managérial. C'est-à-dire que les dirigeants de l'entreprise doivent s'investir dans le soutien de la ligne managériale. Si on veut que les changements, et maintenant d'ailleurs on ne parle plus de changement, on parle de transformation. La transformation, c'est la même chose que le changement, mais en plus cher. Si on veut que les transformations se déroulent de bonne façon, c'est-à-dire sans créer d'externalités négatives, sans créer de souffrance, de douleur, de risques psychosociaux, de stress, de harcèlement, d'irritabilité, eh bien, il faut que la chaîne managériale soit solidaire. Or, aujourd'hui, c'est clair, les managers sont entre le marteau et l'enclume. On leur demande trop du haut et on attend trop d'eux du bas. Donc, il faut être clair sur ce qu'on veut et exactement. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'un outil très concret que j'ai trouvé, qui est la charte managériale, qui permet justement de faire en gros l'approche de la controverse autour du travail que je mentionnais tout à l'heure, de faire la même chose pour les managers, c'est-à-dire de faire une controverse sur le management. OK, c'est quoi le management dans notre entreprise aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment on peut l'améliorer ? Avoir cette discussion de façon ouverte pour permettre de trouver un troc qui fasse gagner tout le monde, moins de reporting, moins de contrôle et plus de soutien professionnel, plus de participation des managers aux tâches de développement commercial, développement des personnes, RH, etc. Donc, le soutien managérial, les dirigeants doivent absolument s'engager davantage pour soutenir la ligne managériale. Dernière enquête de la Ségos, seuls 18% des managers en France sont pleinement d'accord pour affirmer qu'ils ont suffisamment de visibilité sur la stratégie de l'organisation. Si les dirigeants ne donnent pas de visibilité sur la stratégie à leurs managers, comment peuvent-ils espérer que les managers soutiennent les projets de transformation ? Seuls 17% des managers, c'est les managers qu'on interroge, 17% des managers affirment recevoir des informations claires et adaptées de la part de leur hiérarchie. Seuls 15% se sentent accompagnés par la direction des ressources humaines et par leur propre management. Les managers se sentent seuls, ils se sentent abandonnés au milieu de la jungle managériale. Donc voilà, soutien managérial, c'est mon troisième levier. Quatrième levier, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le soutien professionnel, c'est-à-dire aménager cette transition entre un management qui aujourd'hui fonctionne sur l'obéissance et la discipline vers un management qui fonctionne sur l'adhésion et le soutien. Je cherche l'adhésion de mes collaborateurs, donc je les fais participer aux décisions, je les inclus, je fais en sorte qu'ils soient véritablement partie de l'organisation. Et là, ça n'est rien d'autre que la mise en œuvre de la Constitution, du principe constitutionnel qui dit que chaque travailleur a son mot à dire dans l'organisation du travail. Ce n'est rien d'autre que la mise en œuvre de ce principe, mais on l'a oublié dans beaucoup d'entreprises. Et ce soutien professionnel, il est extrêmement précieux pour faire grandir les compétences. Et puis, dernier levier qui me paraît majeur, c'est d'organiser la montée en compétences. La montée en compétences des managers qui sont aujourd'hui un peu délaissés. J'ai dit tout à l'heure ce que je pensais de la formation au management telle qu'elle est organisée en France. Elle oublie les aspects collectifs, c'est-à-dire qu'elle voit le management comme, c'est le reproche que François Dupuis adressait tout à l'heure
au leadership. Non, le management n'est pas individuel. Par définition, le management, c'est une approche collective. Et ne pourront être de bons managers que ceux qui manifestent de l'intérêt pour l'autre, qui sont capables de faire preuve d'empathie, d'écoute, et qui sont capables donc de faire grandir ces compétences, ces soft skills, comme on dit maintenant en bon français. Voilà, c'est mes 5 leviers. Et pour terminer, je voulais venir sur ma définition à moi du management. François Dupuis a donné la sienne, qui m'interpelle, que je trouve intéressante. Donc, moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à trouver une définition et j'oscille entre deux définitions, la pire et la moins bonne. Alors, la pire, je vous la donne, c'est une blague sur qu'est-ce qu'un cadre. Alors, si vous regardez dans le dictionnaire, un cadre, c'est une structure rigide avec du vide au milieu. Voilà. Donc, c'est la définition du cadre. Donc, si on en reste là, on n'aura pas beaucoup progressé. Alors, si on va vers une définition un peu plus humaniste, un peu plus intéressante, moi, j'ai fait un gros projet avec mon ami Philippe Détry quand on a créé la Maison du Management. Au sein du conseil scientifique de la Maison du Management, on a fait une réflexion sur voilà, qu'est-ce que c'est que le management et quel est le management qu'on veut pousser en avant, qu'on veut valoriser. Et donc, on a fait plusieurs réunions, des auditions, on a fait parler des dirigeants, des salariés, des syndicalistes. Et puis, on est arrivé à cette définition qui a fini par nous satisfaire. Donc, je vous la propose. Le management des hommes, parce que pour nous, il n'y a pas d'autre management que celui des hommes. Le management des hommes est l'art. C'est un art. C'est pas une science, c'est pas une discipline, c'est un art. L'art d'animer une équipe pour atteindre un objectif et faire progresser chacun. Voilà, animer une équipe, atteindre un objectif et faire progresser chacun. C'est les trois, me semble-t-il, les trois objectifs qui donnent de la vitalité, qui donnent du cœur au management. Et le troisième volet, faire progresser chacun, est malheureusement très souvent oublié dans beaucoup d'entreprises. Voilà, donc je vous laisse dans le doute existentiel entre la première définition, celle du cadre, et la deuxième, celle du management. À vous de choisir.